Socialiste n'est pas un gouvernement. S'il n'y a pas un LFI à la tête du gouvernement, ce ne sera pas notre Mais gouvernement. qui a dit ça? Nous ne soutiendrons aucun autre gouvernement que le nôtre. Jean-Luc Mélenchon. Oui, le nôtre, oui. Mais Donc dans le nôtre, il y a les socialistes. Le nôtre, c'est le gouvernement de la coalition politique dans laquelle on a été élu l'année Donc dernière. vous soutenez le projet Non, de budget du Parti socialiste? Je ne vais pas vous dire ça. Non. Je vais être très précis. Vous venez de dire, pardonnez-moi de vous le dire, deux choses qui sont Allez-y. inexactes. Dans le programme qu'a proposé Olivier Faure au nom du Parti socialiste, il n'y a précisément pas l'abrogation de la réforme des Tout retraites. à l'heure sur ce plateau, La il a parlé de suspension. il y a la suspension, mais La tout à l'heure suspension. sur ce plateau, Oui, je il vais nous poser a la redit question. qu'il était favorable au retour à la retraite à Oui, 62 d'accord, ans. mais bon, moi, écoutez, je m'y retrouve plus, moi. Si le samedi, il dit suspension et le lundi, il dit abrogation, je ne vais pas m'en sortir. Quant à l'augmentation du SMIC, elle ne figure pas dans les propositions qu'a mis Olivier Faure sur la table. Et précisément ce que nous disons, et ce qu'a dit d'ailleurs Mathilde Panot encore ce matin à la télévision, c'est que nous, évidemment, que nous ne pouvons pas soutenir un gouvernement qui ferait une autre politique que celle sur laquelle nous avons été élus il y a un an. Mais est-ce que Pour vous l'État, entendez Excusez-moi, vous ne mais soutenez pas je sais pas, ça devrait quand même être la base politique. Vous faites campagne sur un programme, mais un an après, quoi, le programme il n'existe Il plus, y a on des le déchire, compromis, on le il y a jette des à la compromis à poubelle. trouver. Mais madame, les compromis ils se font à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire vous avez un gouvernement et ce gouvernement il vient, il amène son programme et ensuite il y a des débats parlementaires. Ce que vous dit Olivier Faure, c'est que ce sur quoi vous êtes mis d'accord il y a un an ne passerait pas aujourd'hui à l'Assemblée. Non, ce que dit Olivier Faure, il faut être un peu honnête, c'est que, je l'ai entendu tout à l'heure sur le plateau, il n'y a plus d'accord programmatique possible avec la France Insoumise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il a pris le programme du nouveau Front Populaire sur lequel nous avons été élus devant les électrices et les électeurs l'année dernière, il l'a déchiré et il le met à la poubelle. Et vous voulez que... Il dit en le quelque contraire, sorte, quand on lui fasse dit non, je le mets pas à la chèque poubelle. en blanc? Mais ça, c'est pas possible. Enfin, écoutez. Donc, bon. Mais après, sincèrement, parlons franchement. Moi, je vais pas commenter toutes les hypothèses les plus loufoques les unes que les autres, jouer le jeu du casting avec 6 personnes qui défendent des options politiques tout à fait différentes, mais il Olivier faudrait Faure dire à Matignon, lequel c'est serait loufoque. acceptable, lequel serait pas acceptable. Oui. Attendez, moi je vais être très clair. Je pense que la solution pour débloquer le problème auquel on est confronté aujourd'hui, elle passe par le départ du président de la République et par l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Même pas par une anticipée. dissolution. Mais non, une dissolution, on l'a fait l'année dernière. Monsieur Macron n'a pas respecté le résultat. Donc vous êtes vous-même lassé de renverser les gouvernements les uns après les Mais autres. c'est pas que je suis lassé de renverser les gouvernements, c'est que les gens, ils ont le droit de pouvoir choisir la politique qu'ils ont envie que le pays mette en place. Tout simplement. Et la dissolution, elle ne réglera pas cette question. Alors j'ai entendu le président de la République dire « j'ai été élu pour 5 ans ». Tout à fait. Et souvent, on m'objecte Les cet argument. institutions. Très bien, mais l'année dernière, quand les gens ont voté aux élections législatives, ils ont élu des députés pour 5 ans aussi, non? Non? Et pourtant, ça ne vous choque pas qu'on envisage l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale? Alors pourquoi ce qui est vrai pour les parlementaires ne pourrait pas être vrai pour le président de la République? Pourquoi? Expliquez-moi. Est-ce qu'on franchirait pas une étape de plus, quelque chose qu'on n'aurait jamais testé pour le coup depuis le début de la Ve République? Ah ben c'est pas vrai, on l'a déjà testé. Là aussi, le président de la République, dans une De interview... renverser un président? Non, attendez. Le président de la République, il y a quelques semaines, dans une interview, se comparait au général de Gaulle. Alors moi, je ne suis pas partisan de la politique du général de Gaulle. Mais quand le général de Gaulle avait perdu un vote devant les Françaises et les Français, il en avait tiré les conséquences. Mais Il je était parlais de la parti. destitution telle que vous la voulez. Ah ben si M. Macron ne veut pas être destitué et préfère démissionner, ça me convient parfaitement. Je peux même vous dire que le 9 septembre, au lendemain de la chute de François Bayrou, qui, tout le monde le sait, est inéluctable aujourd'hui, nous redéposerons une motion de destitution. Et vous pouvez à nous dire l'Assemblée aussi nationale. qu'elle n'a aucune chance de passer ou pas? Mais alors ça, vous savez, Maxime Zvitek, ça me fait un peu sourire parce que je me rappelle, il y a 2 semaines à peu près, je fais une interview avec M. Daré. Et à l'époque, on disait, nous les Insoumis, nous allons déposer une motion de censure immédiate. Et on me disait, mais ça n'a aucune chance de passer, vous êtes les seuls à défendre ça. Puis là, 2 semaines plus tard, vous avez remarqué que tout le monde considère maintenant qu'il n'y a plus de suspense et que M. Bayrou va tomber dans quelques jours. Parce qu'il Donc, a vous voyez, quasiment les voté choses- lui-même la motion Les de choses censure. qui quoi, n'ont lui-même. aucune chance de se passer il y a 2 semaines et qui deviennent une réalité 2 semaines plus tard, ça. Et puis d'ailleurs, j'observe que dans un de vos sondages que vous avez commandé vous-même, je crois que c'est 67% des Français Absolument. qui sont favorables à la démission du président de la République. Donc moi, si c'est une position isolée, une position qui est soutenue par 67% des Français, moi, ça me va. Qu'est-ce que vous pouvez dire au marché financier, aux partenaires européens, pour dire mais non, nous, on est capable de gouverner sans forcément que ça soit le chaos? Mais précisément que c'est la logique politique et économique à l'œuvre qui nous amène dans le chaos. Enfin, Madame Chevrillon, le budget de cette année, Ouais. il a divisé la croissance par 2. Par rapport aux prévisions de croissance de l'année dernière, Et on il y est a à pas que- 0,7. Il y a Donald Trump aussi qui est responsable. Attendez, il y en a attendez. d'autres, hein, oui. On est à 0,7. On annonçait plutôt 1,4 s'il n'y avait pas eu le budget de cette année. Pourquoi? Pour une raison simple, très, très simple, que tout le monde va comprendre. C'est que
quand vous avez une politique qui est une politique de baisse du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, quand vous avez une politique de baisse des investissements publics, ça produit de la récession économique. Ça produit de la récession économique. Pourquoi? Parce que les gens peuvent moins consommer. Donc vous allez avoir, vous l'avez eu pendant l'été, dans les restaurants, les gens ils prennent pas de dessert parce qu'ils ont moins les moyens. Ils vont plus chez le coiffeur, ils vont pas au cinéma. Et donc vous vous retrouvez avec des entreprises, des artisans qui en fait ont moins de clients, que la consommation populaire elle est plus basse. La moitié du PIB en France, est tirée par la consommation populaire. Si vous avez une politique de baisse de la consommation populaire, eh ben évidemment que ça se traduit par des difficultés économiques. Mais en même temps, vous êtes d'accord, il faut quand même faire des économies. On se retrouve quand même avec un niveau d'endettement. Et surtout, à la limite, le niveau d'endettement, bon, c'est un truc. Mais surtout, c'est qu'il y a des intérêts. C'est un truc. Il y a des intérêts à payer. Non, mais il y a des intérêts à payer. Ça, c'est une réalité tangible qui tombe tout le temps. C'est vrai. Madame Chevrillon, soyons honnêtes pour dire la vérité aux gens qui nous écoutent, parce que moi je ne suis pas d'accord avec le catastrophisme que M. Bayrou essaye de Donc vous n'êtes pas d'accord même avec le constat? Non, attendez. Il y a des intérêts de la dette, vous avez raison. Disons la vérité. La charge de la dette aujourd'hui, elle paye moins cher. La France, elle subit moins la charge de la dette aujourd'hui que ce que c'était à la fin des années 90 et au début des années 2000. Parce que les taux d'intérêt... Non, mais disons la vérité. Parce que les taux d'intérêt sont plus faibles. La France aujourd'hui... elle emprunte moins cher que les États-Unis d'Amérique. Donc tout va bien. La vérité, je ne dis pas que tout va bien. Évidemment qu'il y a un déficit important. Mais pourquoi y a-t-il un déficit important? Pour quelles raisons? Pourquoi il y a un déficit important? Est-ce que vous savez que si, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on était resté au même niveau de recettes en pourcentage du PIB aujourd'hui en France, le PIB serait Mais est-ce que c'est une raison le pour déficit serait inférieur. encore la dette? Attendez, si, je veux terminer ma démonstration. Si le pourcentage de recettes était resté au même niveau quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, aujourd'hui, le déficit en France serait inférieur à 3% du PIB. Depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, le problème, ce n'est pas l'explosion de la dépense publique. Le problème, c'est la perte de recettes pour l'État. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron a fait des cadeaux aux grandes entreprises, a fait des cadeaux aux plus riches, et que contrairement à la fable, attendez, sur ce point-là précisément, pas que, vous parlez systématiquement des grandes entreprises, des grandes fortunes, etc. Pas que, tout l'argent qui a été dépensé, par exemple, au moment des crises, Covid, inflation, guerre en Ukraine, etc., c'est aussi de l'argent qui est allé aux PME, c'est aussi et ces PME, elles emploient des personnes qui nous regardent ce soir. C'est pas que les plus grands, les plus riches, c'est pas vrai. Est-ce que oui ou non, Emmanuel Macron a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune? Est-ce que oui ou non, Emmanuel Macron a multiplié dans la continuité des gouvernements précédents? Bien sûr, mais dans le tableau, il faut tout dire. Oui, mais c'est ça le cœur aujourd'hui de ce qui manque au budget de l'État. C'est la perte de recettes. Et personne ne le dit. Sur tous les plateaux de télévision, on nous dit on dépense trop, il faut faire sur les dépenses, il faut faire sur les dépenses. Mais vous ne dites jamais que l'État s'est volontairement appauvri et que maintenant on vient voir les Françaises et les Français et on leur dit c'est à vous de payer la facture. Sur le volume d'économies réclamé par François Bayrou, sur le constat, c'est 44 milliards d'euros. Le Parti socialiste a proposé son contre-budget, établi aux alentours de un peu plus de 22 milliards d'euros. Est-ce que là-dessus, vous dites, c'est OK ou c'est encore trop? C'est trop Non, mais il faut proposer des nouvelles recettes. Le Parti socialiste, si j'ai bien compris son projet, propose de proposer des nouvelles recettes. La taxe Zuckman, par exemple. Sur ce point-là, évidemment, 2% d'accord. D'autant plus que la taxe Zuckman, la première fois qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale, elle a été votée, déposée par une députée de la France Insoumise. Donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui que je suis plus d'accord. Vous avez entendu les arguments, les contre-arguments de François Bayrou? Oui, mais il n'y en a aucun qui est valable, Madame sur les Chevrillon. conventions fiscales, le fait qu'on ait signé 126 conventions fiscales justifie le Premier ministre. Madame Chevrillon, s'il vous plaît. Pardon, mais c'est pas parce que M. Bayrou dit quelque chose que ça devient une vérité. M. Bayrou dit on a signé des conventions fiscales et donc l'exit tax, puisque c'est de ça dont il parlait, c'est-à-dire un dispositif qui consiste à dire que si les gens partent, ils vont continuer à payer de l'impôt en France, c'est impossible. Mais c'est faux ce que dit M. Bayrou. Une exit tax a déjà existé en France. C'est M. Sarkozy qui l'avait mis en place. Absolument. Elle n'était pas inconstitutionnelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais c'est pas la taxe Zuckman, c'est différent. Vous êtes non, mais c'est un dispositif qui vient. Attendez, essayons d'être clairs pour les gens qui nous écoutent. La taxe Zuckman, c'est l'idée de dire que les gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine doivent au moins payer 2% d'impôts. Enfin, j'ai fait quelques calculs pour vérifier vite fait. Vous savez qu'en moyenne, pour les Français, par rapport à leur patrimoine, ils ont à peu près 7% d'impôts par rapport à leur patrimoine. Et ça pose un problème qu'on dise que les ultra-riches doivent payer au moins 2%. C'est confiscatoire, ça, c'est scandaleux. Ça n'a pas de sens. Donc votre solution pour les arguments de M. Bayrou, ils n'ont pas de sens sur ce sujet. Ils sont faux. C'est surtout des recettes supplémentaires. Vous ne feriez aucune économie? Évidemment qu'on peut faire des économies, mais où? Dites-nous. Je ne sais pas, par exemple, il y a 211 milliards d'aide aux entreprises. Alors, Madame Chevrillon va dire oui, ça compte beaucoup de choses, etc. Oui, Madame Chevrillon.
ça compte Mais j'ai beaucoup de raison. choses. Elle aura raison. Oui, mais ces 211 milliards sont quand même de la manque à pour gagner aider, pour les par recettes exemple, de l'État. Donc là, vous reprenez les 211 milliards, Mais par pas exemple. les 211 Non. milliards. Mais Centaines, il y a, par 110, exemple, la 120. niche fiscale la plus coûteuse en France aujourd'hui, c'est le crédit impôt recherche. Oui. Bon, on peut peut-être concentrer le crédit impôt recherche pour qu'il serve vraiment à faire de la recherche et pas qu'il soit un effet d'aubaine pour des grandes entreprises comme Sanofi. Pardon, j'ai déjà eu le débat sur un plateau une fois, qui capte du crédit impôt recherche, mais qui diminue le nombre de chercheurs en France Le par deux. crédit d'impôt mais il a pour quand les même 50% particuliers, par de la exemple, recherche en vous y France. touchez ou pas? Bah, évidemment. Ah bon? Donc les gens qui emploient des particuliers, Mais alors, vous m'avez demandé Non. si vous y touchez. est-ce que vous demandé faites si quoi? Vous supprimez. réduisez le nombre de professions qui Vous peuvent le être concernées? plafonnez. Vous le plafonnez. Et qu'évidemment que quelqu'un qui vient donner un petit coup de main à domicile ou pour une personne âgée, c'est pas à ces personnes-là qu'il faut s'en prendre. Oui, Mais quand garde vous d'enfants. avez des gens qui ont un patrimoine immense, qui ont des ressources immenses, et pour qui ça devient un effet d'aubaine, parce que dans leur château et dans leur villa, ils embauchent 15 personnes et qui bénéficient d'un crédit d'impôt sur ce sujet, pardonnez-moi, c'est choquant parce Qu'est-ce qu'ils que n'ont vous pas répondez à besoin de ceux ce qui disent crédit d'impôt. qu'immédiatement, quand on réduit ce crédit d'impôt sur les particuliers, l'emploi de particuliers effectivement à domicile, on a une hausse du travail au noir? Mais enfin, ça, c'est un argument qu'on peut pas entendre, Monsieur Daré. Alors, parce que les C'est gens, ce que dit le parce que patron les de gens, France Travail, hein, parce que les de gens Pôle emploi. grillent les feux rouges, vous allez supprimer les feux rouges. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc non, pardon, c'est pas un argument qui est entendable. C'est pas parce que les gens ne respectent pas la loi qu'il faudrait supprimer la loi.